Le type mit une clé dans la serrure et entra, suivi d'un jeune gars qui ôta sa casquette d'un geste gauche. Il portait des vêtements d'étoffe grossière qui sentaient la mer, et de toute évidence n'était pas à sa place dans l'immense vestibule où il se trouvait. Ne sachant que faire de sa casquette, il allait la fourrer dans la poche de sa veste quand l'autre la lui prit des mains. Le geste, calme et naturel, fut apprécié du jeune homme gauche. « Il me comprend, songea-t-il, il ne me laissera pas tomber. » Il marchait sur les talons de l'autre, en roulant des épaules et en écartant involontairement les jambes, comme si le parquet parfaitement horizontal se soulevait et s'abaissait au gré de la houle. Les vastes pièces paraissaient trop étroites pour sa démarche chaloupée, et quant à lui, il était saisi d'épouvante à l'idée que ses larges épaules pourraient heurter le chambranle des portes où on voyait valdinguer les bibelots entassés sur le dessus de la basse cheminée. Il zigzaguait entre les divers objets, voyant se multiplier les dangers qui, en réalité, n'existaient que dans sa tête. Entre un piano à queue et au centre de la pièce, une table couverte de piles de livres, s'ouvrait un espace où une demi-douzaine d'hommes auraient pu avancer de front. Pourtant, c'est avec terreur qu'il se risqua à la traverser. Ses bras pesants balaient souplement d'un côté et de l'autre. Il ne savait que faire de ses bras et de ses mains, et, quand son imagination fiévreuse lui représenta un bras tout près d'effleurer les livres empilés sur la table, il fit un brusque écart, tel un cheval apeuré manquant renverser le tabouret du piano. Il observait l'allure aisée de l'autre devant lui, et pour la première fois, se rendit compte que sa démarche à lui était différente de celle d'autres hommes. La découverte de sa gaucherie l'emplit de honte un instant. Il sentit de fines gouttelettes de sueur perler à son front et s'arrêta pour éponger, avec son mouchoir, son visage bronzé. Il s'essuya le front et regarda autour de lui, ayant retrouvé une contenance, mais avec dans les yeux cette expression des bêtes apeurées qui redoutent un piège. Il était sensible à l'extrême, atrocement emprunté, et le coup d'œil amusé que l'autre lui lança furtivement le blessa comme un coup de poignard. Il vit ce regard, mais n'y répondit pas, ayant appris, entre autres choses, la discipline, puis ce coup de poignard avait touché son orgueil. Tout en se maudissant d'être venu, il résolut de supporter sans broncher, puisqu'il était là, tout ce qui pourrait se produire. Les traits de son visage se durcirent et dans ses yeux poignit une lueur belliqueuse. Il promena autour de lui un regard maintenant plus détaché, infiniment pénétrant. Tous les détails de ce bel intérieur se gravaient dans son esprit. Il regardait de ses yeux grands ouverts, rien n'échappait à son champ de vision. Et comme il absorbait toute cette beauté qui s'offrait à lui, la lueur belliqueuse s'éteignit dans ses prunelles et fut remplacée par un éclat doux. Il savait réagir à la beauté. Et il y avait là de quoi réagir.
Une peinture à l'huile accrocha son regard. Une énorme vague se fracassait lourdement sur un rocher émergé. Des nuages noirs et bas recouvraient le ciel, et au-delà de la ligne des brisants, on voyait se découper sur un ciel d'orage crépusculaire, naviguant au plus près une goélette pilote qui se démenait pour lutter contre les éléments, agitant si fortement que tous les détails du pont étaient visibles. C'était beau, et cela l'attira irrésistiblement. Oubliant son allure maladroite, il s'approcha du tableau, vint tout près. La beauté s'évanouit de la toile. Sur son visage se marqua la stupeur. Il fixa un regard ébahi sur ce qui lui apparaissait maintenant comme un infâme barbouillage et fit un pas en arrière. Le tableau retrouva toute sa splendeur. C'est un trucage, se dit-il, bien que, au milieu de toutes ces impressions diverses, il eut le temps d'éprouver une bouffée d'indignation à l'idée que tant de beauté peut être sacrifiée à un truc. Il tourna la tête et aperçut les livres sur la table. Dans ses yeux passa un éclair de nostalgie et de convoitise mêlée, aussi promptement que dans ceux de l'affamé s'éveille le désir à la vue de la nourriture. Une foulée instinctive, avec une rotation des épaules vers la gauche puis vers la droite,
la mena à la table où il commença à manipuler affectueusement les livres. Il notait les titres des ouvrages et les noms des auteurs, lisait des fragments, caressait les livres des yeux ou des mains. Une fois, il reconnut un livre qu'il avait lu. Pour le reste, c'était des auteurs et des livres qu'il ne connaissait pas. Il tomba sur un volume de Swinburne et se mit à le lire avec concentration, oubliant où il se trouvait, le visage illuminé. Par deux fois, il referma le livre sur son index pour bien regarder le nom de l'auteur. Swinburne. C'était un nom qu'il n'oublierait pas. Le type avait su voir et comment. La couleur, la fulguration. Mais qui était Swinburne? Est-il mort depuis un siècle ou plus, comme la plupart des poètes, ou bien était-il encore vivant? Écrivait-il toujours? Il se reporta à la page de garde. Oui, il avait écrit d'autres livres. Eh bien, dès le lendemain, à la première heure, il irait à la bibliothèque publique et il essaierait d'emprunter des ouvrages de Swinburne. Ce qui impressionnait le plus Martin, c'était la corrélation des branches du savoir, de toutes les branches du savoir. Il avait le goût de la connaissance et rangeait ce qu'il apprenait dans les compartiments de sa mémoire. Par exemple, s'agissant de Marine, il en avait une quantité considérable. S'agissant des femmes, il disposait d'un nombre assez conséquent. Mais ces deux sujets n'avaient pas de relation entre eux. Aucun lien n'existait entre les deux compartiments de sa mémoire. Pourtant, Herbert Spencer, le philosophe, lui montra non seulement que la chose n'était pas ridicule, mais qu'il était impossible qu'il n'y eût pas de lien entre ces deux objets. Tout était relié à tout. Depuis l'étoile la plus lointaine, perdue dans les immensités de l'espace, jusqu'aux myriades d'atomes contenus dans le grain de sable sous votre pied. Ce concept nouveau était pour Martin source d'émerveillement permanent et il se surprenait à rechercher les liens qui unissaient les objets du monde sublunaire aux choses invisibles. Il dressait des listes d'objets parfaitement disparates et était malheureux tant qu'il n'avait pas identifié les liens qui existaient entre l'amour, la poésie, un tremblement de terre, le feu, les serpents à sonnettes, les arcs-en-ciel, les pierres précieuses, les monstruosités, les couchers de soleil,
le rugissement des lions, le gaz d'éclairage, le cannibalisme, la beauté, le meurtre, les amants, les pivots et le tabac. Ainsi unifiait-il l'univers qu'il tenait dans sa main levée pour pouvoir l'observer. Et plus il apprenait, plus il admirait éperdument le monde et la vie, et sa vie à lui en particulier. Les journées étaient trop courtes pour tous les sujets qu'il voulait étudier. Il réduisit son temps de sommeil à 5 heures et constata qu'il pouvait s'en contenter. Il eût avec bonheur sacrifié toutes ses heures de veille à n'importe laquelle de ses activités. Il écrivait d'abondance, dans une concentration extrême du matin au soir et jusque tard dans la nuit. Il vivait des jours intenses. Sa fièvre ne retombait jamais. Il connaissait cette joie de créer qui est censée être le privilège des dieux. La vraie vie était dans sa tête et les histoires qu'il écrivait, autant de fragments de la réalité issus de son cerveau. Le plus dur était de refermer ses livres d'algèbre ou de physique, de ranger son cahier et son crayon, de clore ses paupières fatiguées et de s'endormir. L'idée de cesser de vivre, même pour une durée aussi courte, lui était odieuse. Et il se consolait en songeant que son réveil sonnerait 5 heures plus tard. Il n'en aurait pas perdu davantage. La sonnerie le tirait alors de l'inconscience et il avait devant lui une nouvelle et somptueuse journée de 19 heures.
Le buveur ordinaire roule facilement dans le ruisseau. Mais quelle terrible épreuve pour l'autre de se tenir droit, bien assuré sur ses deux jambes, et de conclure que dans l'univers entier, il n'existe pour lui qu'une seule liberté, celle de devancer le jour de sa mort. Pour un tel homme, cette heure est celle de l'aveuglante intuition. Telles sont les tours et ruses de John Barleycorn. Il fait grouiller les larves de votre intelligence, vous murmure de fatales intuitions de la réalité et lance des traînées de pourpre à travers la monotonie de vos jours. Il dit crûment la vérité, et c'est là le malheur. Les vérités de la vie sont fausses, elles sont des mensonges essentiels qui la rendent supportable, et John Barleycorn leur inflige son démenti. Jamais je n'éprouve moins d'amitié pour lui
que lorsqu'il est en ma compagnie et que j'ai l'air de lui être le plus fidèle. Je le suis, je l'étais, je ne le suis jamais vraiment. Il est le roi des menteurs et en même temps la franchise même. Il est l'auguste compagnon avec qui on se promène en la société des dieux, mais il est aussi de mèche avec la camarde. Il vous conduit à la vérité toute nue et à la mort. Il procure des visions claires et des rêves immondes. C'est un meurtrier aux mains rouges, l'assassin de la jeunesse. Comment expliquer l'aveuglante intuition à ceux qui ne la connaissent pas? Mieux vaut affirmer tout de suite combien la tâche est ardue. Prenons comme exemple le pays du hashish. Ce pays où s'étendent à perte de vue le temps et l'espace. Autrefois, j'ai accompli 2 mémorables randonnées dans cette terre lointaine et mes aventures restent gravées dans mon cerveau. N'empêche que je me suis dépensé en pure perte à vouloir expliquer les péripéties à ceux qui n'y sont pas allés. Il en est de même pour le royaume de John Barleycorn, où règne la lumière crue de l'intuition. L'alcool renferme des visions fatales de vérité. L'alcool laisse entrevoir la vérité, mais une vérité anormale. Les choses normales sont saines, et ce qui est sain tend vers la vie. La vérité normale appartient à un ordre différent et inférieur. Prenez comme exemple le cheval de trait. Le cheval de trait, comme les autres animaux, l'homme y compris, est aveuglé par la vie et reste le jouet de ses sens. Coûte que coûte, il veut vivre. Le jeu de la vie est bon malgré les misères, bien que toutes les existences perdent en fin de compte la partie. Seul parmi les animaux, l'homme jouit du terrible privilège de la raison. Pour vivre pleinement, pour palpiter de vie, pour être une créature vivante, ce qu'il doit être, il est bon que l'homme se trouve ébloui par la vie et illusionné par les sens. Ce qui est bon est vrai. Il est bon que l'homme accepte à première vue les tromperies des sens et les pièges de la chair, qu'à travers les brouillards de la sensiblerie, il poursuive les leurres de la passion en oubliant les futilités. Qu'il ne soit pas terrifié par les convoitises. En effet, c'est ce qu'il fait. Mais voilà que John Barleycorn s'avance avec la malédiction qu'il inflige à l'homme d'imagination, débordant de vie et du désir de vivre. John Barleycorn jette sa lumière crue, blanche, messagère d'une vérité par-delà la vérité, aux antipodes de la vie, d'une vérité cruelle et déserte comme les espaces interstellaires, immobile et glacée comme le zéro absolu, étincelante sous les cristallisations irréfutables et de l'indéniable fait. John Barleycorn refuse de laisser rêver le rêveur. Il dissipe en brouillard le paradoxe de l'existence jusqu'à ce que sa victime s'écrie. Notre vie est une duperie, notre mort un abîme de noirceur. J'observe cette pitoyable tragédie de la vie qui se nourrit de la vie. Ici, il n'y a pas de moralité. La moralité n'existe que chez l'homme et c'est lui qui l'a créée. Code d'action qui tend vers la vie et qui est de l'ordre des vérités inférieures. Les vérités supérieures étaient celles que j'avais si bien oubliées volontairement. Vérités si profondes que je me refusais à les voir. Je joue avec elles, doucement, très doucement, comme avec des chiens endormis derrière ma conscience et que je ne tenais pas à éveiller. Je les caressais en prenant soin de les laisser dormir. J'étais pervers
trop pervers pour les exciter. Mais voici que l'aveuglante intuition les a éveillés pour moi, bon gré, mal gré, car elle ne craint aucun monstre du rêve terrestre. Je suis la vérité, tu le sais bien, et tu ne peux pas me combattre. Ils disent que j'œuvre pour la mort, qu'importe, la vie ment pour vivre. La vie est un mensonge perpétuel, la vie est une danse sur une grève, balayée de flux et de reflux puissants, déchaînés par des leviers plus mystérieux que ceux de notre lune. Ces fantômes dont les apparences se transforment et se pénètrent mutuellement sont et ne sont plus. Ils vacillent et s'effacent pour repartir sous les formes différentes. Tu es un de ces fantômes composés d'innombrables apparences surgis du passé. Tout ce que peut connaître un fantôme n'est que mirage. Tu connais les mirages du désir. Ces mirages mêmes sont d'inimaginable concrétion, d'apparences transmises par le passé, pour te modeler d'après elles et te dissoudre ensuite en d'autres apparences, dessiner à peupler la terre des fantômes de l'avenir. Parmi toutes les apparitions qui t'ont précédé font partie de toi, tu as passé en balbutiant. Et tu te dissoudras dans la procession. Dans la procession des spectres surgis après toi. Dans la procession des spectres surgis après toi. Dans la procession des spectres surgis après toi. Du marécage, du marécage, du marécage, du marécage, du marécage, du marécage de l'évolution. Naturellement, il n'y a rien à répondre. Et dans ma tanière, murée de livres, mausolée de la pensée humaine, je bois, et je bois encore. Je déloge les chiens endormis dans les coins de ma cervelle. Je les invite à franchir mes murs des préjugés et des lois pour galoper à travers les astucieux labyrinthes des croyances et des superstitions. Les Grecs croyaient que les dieux étaient les femmes pour leur permettre d'oublier. Pour leur permettre d'oublier la misère, la misère, la misère de l'existence. Hélas oui, l'existence est tellement sans dessus et dessous. En versant le whisky et en le dégustant, je me souviens d'un philosophe chinois, Chuang-Tzu. Chuang-Tzu, qui 4 siècles avant Jésus-Christ dénonçait en ces termes la rêverie du monde, qui sait si les morts ne se repentent pas de s'être attachés à la vie. Ceux qui rêvent d'un banquet s'éveillent avec tristesse et se lamentent. Ceux qui rêvaient de lamentation et de tristesse s'éveillent pour se joindre à la curée. Tant qu'ils rêvent, ils ne le savent pas, ils ne le savent pas. Une nuit, moi, Chuang-Tzu, j'ai rêvé que j'étais un papillon.
Je ne m'appliquais à suivre que ma fantaisie, tel un papillon, et j'étais inconscient de mon individualité humaine. Soudain, je me réveillais et me retrouvais moi-même, couché sur le dos. Je me demande si j'étais alors un homme rêvant qu'il était papillon, ou si je suis à présent un papillon rêvant qu'il est homme. Il se leva, passa la tête par le hublot et regarda le remous laiteux du sillage. Le mariposa était lourdement chargé, et en se suspendant par les mains, ses pieds toucheraient l'eau. Il pourrait se laisser glisser sans bruit. Personne n'entendrait rien. Il éteignit la lumière dans sa cabine afin de pouvoir opérer en toute sérénité et se glissa à travers le hublot, les pieds devant. Quand ses pieds touchèrent l'eau, il se laissa tomber. Il était dans une mousse d'écume. Le flanc du mariposa fila devant lui comme un mur percé ici et là de hublots éclairés. Les feux du mariposa s'éloignèrent peu à peu dans le lointain et il nageait avec confiance, comme s'il eût voulu rejoindre la terre la plus proche à 1 millier de miles de là. C'était l'instinct de vie, absolument involontaire. Il cessa de nager, mais dès qu'il sentit l'eau arriver au-dessus de sa bouche, ses bras s'agitèrent pour remonter à la surface. La volonté de vivre, songea-t-il. Il emplit ses poumons d'air d'une grande quantité d'air afin de pouvoir couler bas. Il fit un tour sur lui-même, plongea la tête la première et se mit à nager de toute sa force et de toute sa volonté. Il descendait, s'enfonçait toujours plus bas. Il savait qu'il était à une grande profondeur. La pression de l'eau sur ses tympans était une torture et il avait un bourdonnement dans la tête. Sa volonté n'était pas plus aussi forte, mais il obligea ses bras et ses jambes à la mener plus bas encore. Et bientôt, sa volonté céda et ses poumons se vidèrent en violente explosion de l'air dont ils étaient emplis. Les bulles, en s'élevant, caressaient ses joues, rebondissaient contre elle et contre ses yeux comme de minuscules ballonnets. Puis vint la douleur de l'étouffement. Cette souffrance n'était pas la mort ne fait pas souffrir, c'était la vie, les affres de la vie, cette atroce sensation d'étouffement, le dernier mauvais coup de la vie. Ses mains et ses pieds se mirent à barater dans l'eau, obstinément, par convulsions, faiblement. Des couleurs et des clartés l'enveloppaient, le baignaient, le pénétraient. Il y eut un long grondement et il lui sembla qu'il tombait dans un escalier monumental, sans fin. Il avait coulé dans les ténèbres, et à l'instant il le sut, il cessa de le savoir.
Et à l'instant il le sut, il cessa de le savoir.